Culture at Work Africa pour échanger sur la diversité, l'interculturalité et la sauvegarde du patrimoine urbain à travers les exemples des marchés Carmel, Sandaga et Tilène à Dakar au Sénégal. L'UNESCO Dakar est ravi d'appuyer cette initiative pour porter un plaidoyer que nous relayons depuis de nombreuses années sur la prise en compte de la culture et du patrimoine dans la planification urbaine en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Notre démarche s'inscrit dans la droite ligne de la cible 4 de l'objectif de développement durable 11. Nous promouvons en ce sens le développement d'espaces urbains sûrs, inclusifs, résilients et durables, et cela inclut la protection du patrimoine culturel et naturel dont les marchés font bel et bien partie. Nos capitales, de Bamako à Niamey, en passant par Ouagadougou ou Dakar, vivent un développement et un étalement urbain rapide, souvent spontané et mal maîtrisé, entraînant une fragmentation territoriale, la réduction des espaces ouverts et verts, un sentiment de dépossession de la ville auprès des habitants, des pollutions et des nuisances liées par exemple au transport ou bien au réseau de distribution d'eau. Nous sommes dans le siècle urbain par excellence et ces marchés, Carmel, Sandaga et Tilène, illustrent et interrogent cette question de l'urbain, de l'architecture et son évolution sur le long terme, de l'espace public ouvert, de la grille urbaine, mais également de modes de vie et d'habiter, des traditions et des connaissances qui y sont associées. Cette vision complexe du patrimoine urbain fait écho intégralement à la recommandation UNESCO concernant le paysage urbain historique de 2011. Les marchés en Afrique de l'Ouest sont en effet des espaces structurants pour nos villes. Ils sont le croisement des routes commerciales, des lieux d'échanges sociaux et culturels. Tout un chacun s'y retrouve, échange et y crée la ville. Ils sont l'incarnation en un lieu de cette notion de paysage urbain historique à laquelle je faisais référence à l'instant et qu'il faut protéger et promouvoir pour les générations à venir. C'est cela qui nous réunit aujourd'hui. Et je suis heureux d'ouvrir cette séance aux côtés des participants ayant des expériences et des expertises diverses pour répondre aux défis de nos villes. Architectes, chercheurs, activistes politiques, médiateurs culturels, commissaires d'exposition, acteurs de la coopération internationale. Merci à vous d'avoir répondu présent aujourd'hui lors de ces discussions. J'aurais pu choisir le mot d'Oumar Ndao qui nous conte l'histoire de Dakar, l'ineffable, à travers un voyage initiatique et poétique dans les rues de la presqu'île. Mais je voudrais finir par le mot du penseur Felwine Starr, décrivant ainsi le paysage urbain dakarois dans son ouvrage Afrotopia. Nichée sur la façade atlantique, Dakar est tumultueuse et tourbillonnante. C'est le prototype de la ville palimpeste. Plusieurs couches se sont sédimentées pour lui donner son visage actuel. À son histoire semi-légendaire et semi-mythique se mêle son histoire coloniale. C'est une ville en mouvement qui continue de se créer. Étouffante, elle n'a plus de poumons malgré la proximité de l'océan Atlantique. Les espaces verts y sont rares. Ville en perpétuel chantier, les migrations internationales l'ont reconfigurée. Les dynamiques sociales, démographiques,
et économiques se sont surimposés et ont produit une ville non pensée, une ville non rêvée, une ville croissant de manière anarchique. Ces mots nous interpellent et nous font comprendre la ressource que peut représenter la créativité pour construire le futur durable et vivable de nos villes. Dakar a rejoint à ce titre en 2014 le réseau UNESCO des villes créatives, un réseau de 246 villes à travers le monde que nous soutenons et qui met cette créativité au cœur du développement local des futures villes. Les villes sont des laboratoires d'expérimentation, de cohésion et d'innovation. Ainsi, je vous remercie tous et toutes et appelle d'ores et déjà à la poursuite de cette réflexion et de ce plaidoyer pour l'identité et l'avenir de nos villes. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Merci pour ces mots. Je suis encore plus touchée, puisqu'effectivement, je suis également l'éditrice de ce beau livre de Oumar Ndao, dont nous sommes très fiers. Et je me présente peut-être très rapidement. Je suis donc Vidia Tombi Montero, comme l'a rappelé monsieur le directeur. Je suis la secrétaire générale des Capitales africaines de la culture. Je suis également éditrice aux éditions Vivois et j'ai la chance également d'être la conseillère culturelle de Madame le maire de Dakar, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais dont nous avons une représentation éminente, puisque Madame Anne Mijouga, qui va intervenir en tant qu'experte, va pouvoir également nous dire un petit mot, peut-être pour Madame le maire. Je vais peut-être très rapidement, avant de donner la parole à Monsieur Christophe Pelzer, qui est le point focal culture de l'Union européenne, vous expliquer un peu l'organisation de ce débat. Donc, une fois que nous aurons fini les ouvertures, nous avons démarré avec 5 minutes de retard à peu près. Normalement, les échanges sont prévus jusqu'à 11h15. Chaque intervention durera à peu près 10 minutes et nous aurons un petit moment d'échange à la fin. Donc vous pouvez, si vous avez des questions, les écrire dans la section converser à côté. Elles seront recensées au fur et à mesure des échanges et à la fin, nous pourrons passer la parole aux différents intervenants pour qu'ils vous répondent. Merci à tous. Bonjour Monsieur Pelzer, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Madame Tambi. Cher Dimitri Sanga, cher partenaire de l'UNESCO, chers partenaires d'Interact, chers intervenants et chers participants, c'est avec grand plaisir que je prononce au nom de la délégation de l'Union européenne au Sénégal quelques phrases à l'ouverture de ce webinaire. Ce seront quelques phrases seulement, je vous le promets, qui marquent le plaisir et l'honneur d'y avoir été invité en tant que représentant du cofinancier ensemble avec l'Ajuntament de Barcelone, du projet Culture au travail, Cultured Work Africa, la valeur publique du dialogue interculturel pour la cohésion sociale dans l'Afrique urbaine. Le nom du projet décrit un vaste programme en soi. La panoplie des thèmes couverts se retrouve également dans notre communication conjointe de la Commission et du Service européen d'action extérieure de 2016 vers une stratégie de l'Union européenne dans le domaine des relations culturelles internationales. Dans cette communication, 3 volets étaient proposés. Premièrement, soutenir la culture en tant que moteur de développement social et économique durable. Deuxièmement, promouvoir le dialogue culturel et interculturel pour favoriser les relations intercommunautaires pacifiques. Et troisièmement, renforcer la coopération dans le domaine du patrimoine culturel. Je crois qu'avec le webinaire d'aujourd'hui, les marchés de Dakar, diversité, interculturalité et sauvegarde du patrimoine urbain dans la ville de Dakar, les cas de Kermel, Sandaga et Tilène, nous touchons pleinement aux 3 volets. Permettez-moi de saluer encore une fois particulièrement les intervenants de cette réflexion. Je suis certain que nous avons beaucoup à apprendre ce matin. En tant qu'habitant de Dakar,
je passe tous les matins aux abords du marché Kermel et souvent devant le marché Sandaga, tous les deux dans le quartier du Vieux Dakar, le Plateau. Dans un autre quartier historique de Dakar, la Médina, j'espère aller faire un tour bientôt et demander à Mamadou Boy Diallo, cher Maud Boy, de Yatalart, de me faire découvrir la halle du marché Tilène, que j'ai dû apercevoir, mais que j'ai jamais visité les yeux ouverts en connaissant son histoire. Ces marchés, lieux de négociation de toutes sortes, économiques, sociales, et comme le dit le texte de l'introduction de notre webinaire, identitaire, sont des lieux de rencontres et d'échanges. Vu les changements urbains très rapides que vit Dakar, la question est pleinement posée. Comment ce patrimoine pourra continuer à jouer son rôle d'espace de diversité, comme épicentre de la qualité de vie et l'identité des quartiers? Et finalement, comment le patrimoine, au-delà de la dimension de son sauvegarde, peut jouer un rôle créatif dans le développement durable et inclusif d'une ville comme Dakar. Chers partenaires et participants, j'aimerais renouveler au nom de l'Union européenne mes remerciements aux cofinanciers de l'Ajuntament de Barcelone, à nos partenaires de mise en œuvre du projet Culture at Work, Interarts et UNESCO, aux experts qui interviendront, et je nous souhaite à nous tous un moment de réflexion partagée sur un thème important de la vie dans nos villes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Pelzer. Nous avons donc fini les moments d'ouverture et je vais passer à une brève introduction avant de présenter les intervenants. Une brève introduction, très brève, puisque Monsieur le directeur et Monsieur Pelzer ont déjà bien planté le décor et je ne voudrais pas trop me répéter, mais peut-être faire un petit bref rappel historique très rapide. Ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que Dakar était la seule ville au sens européen du terme en Afrique de l'Ouest au milieu des années 1900, et son port faisait de Dakar la ville la plus importante de toute l'Afrique noire d'expression française. Donc c'était vraiment bien une mégalopole avant même d'être une ville, et la vitalité de cette ville carrefour détient vraiment sa singularité de ses relations. Il faut donc comprendre que Dakar revêt, dès le début de sa construction en ville, une richesse cosmopolite et multiculturelle régionale, mais aussi internationale. Son identité plurielle fait de Dakar une ville d'une richesse culturelle incroyable, tant sur le plan matériel qu'immatériel. Elle porte aussi tous les stigmates et les effets d'une ville coloniale, où le centre de Dakar, ville blanche, construite autour du port, qui correspondait aux besoins de la population aisée des administrateurs de la région, et de l'autre côté, une ville noire, délaissée dans les plans architecturaux et dans l'installation durable d'équipements au bénéfice des populations autochtones. Cette dichotomie se retrouve encore aujourd'hui, puisque l'héritage de cette période est encore très présent. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes et Dakar n'est pas en reste, puisque sa population a presque triplé aujourd'hui, avec 3,7 millions d'habitants sur un territoire qui est très particulier puisqu'il s'agit d'une presqu'île. Cette dynamique démographique, additionnée à des logiques de développement urbain avant tout économique et une politique ancrée dans le court terme, engendre un développement du territoire prédateur de l'existant et du cadre de vie des habitants de la ville. À Dakar, cela se traduit par exemple avec une modification de la grille urbaine, une perte de cohérence dans le développement de la ville, une baisse générale de la qualité du cadre de vie et une réduction des espaces naturels ou des espaces publics, mais aussi par une bétonisation massive et la construction d'immeubles de fer et de verre mal adaptés au climat sahélien. Ces évolutions posent la question du mode d'habiter et de faire la ville, du lien entre le passé, le présent et le futur de celle-ci. Entre autres, s'ouvrent des débats du choix de la ville, de sa planification et de son modèle d'expansion. La ville se fait-elle avec et par ses habitants, ou bien au contraire sont-elles oubliées au profit d'intérêts économiques et politiques plus grands?
quelle fragmentation de l'espace urbain à Dakar? Nous sommes dans ce débat webinaire aujourd'hui qui réunit des intervenants multidisciplinaires, des experts culturels, politiques, activistes, architectes, historiens et urbanistes. Et ce webinaire vise à discuter donc le développement de la ville de Dakar et interroger les alternatives de développement urbain qui prennent en compte le patrimoine, la diversité culturelle et les espaces publics de la ville. Nous sommes aujourd'hui tournés véritablement vers l'avenir et c'est vrai qu'à l'heure où la polarisation des débats autour de la mémorialisation et du lien au passé colonial, de la valeur patrimoniale, de l'architecture et de la planification urbaine, de l'espace public et de sa réappropriation par ses utilisateurs, des dynamiques économiques à différents niveaux, des nouvelles pratiques et de la créativité surgissant des rencontres et des chocs culturels. En tout cas, ces marchés sont le reflet de la négociation permanente avec son identité et son évolution. Nous allons nous poser la question aujourd'hui de quel peut être le rôle créatif du patrimoine dans le développement durable et inclusif de la ville de demain à Dakar. Nous remercions à nouveau donc, tous les participants que je vais brièvement présenter. Nous avons donc Madame Annie Jouga, qui est architecte, patrimonialiste et maire adjointe de Gorée, qui va nous faire une intervention autour des enjeux du patrimoine urbain dakarois, interculturalité, les cas des marchés de Sandaga, Kermel et Tilène. Nous allons avoir Madame Aïssata Thiam de l'Association pour la défense et la sauvegarde du patrimoine sénégalais, qui nous proposera des recommandations du webinaire ANDPS consacré au marché de Sandaga entre démolition, reconstruction et réhabilitation. Quelle responsabilité face à l'histoire? Nous aurons une intervention de Jordi Pasquale, qui est coordinateur comité CGLU de la culture dans les objectifs de développement durable. Monsieur Mamadou Boy Diallo, président de l'association Yatal Art, qui nous fera une communication sur le marché Tilène et le cas de la Médina. Puis Madame Mercedes Giovinazzo, directrice de la Fondation Interart. Quelles sont les leçons à tirer de 2 ans de mise en œuvre du projet Culture at Work Africa? Merci donc tout le monde pour votre écoute. Je vais passer la parole à Madame Annie Jouga, architecte, conseillère élue à la ville de Dakar et administratrice du Collège d'architecture de Dakar également. Merci beaucoup. À toi, Annie. Le mot du maire ou pas? Oui, tout à fait. Tu peux dire un petit mot pour Madame le maire. Je vais vous demander de me donner un mot au nom de Madame le maire que je vais donner. Monsieur le directeur de l'UNESCO de Dakar, monsieur le représentant de l'Union européenne, mesdames, messieurs les représentants et les participants, je voudrais me réjouir de la tenue de ce webinaire dont le thème est au cœur des préoccupations de la ville de Dakar et surtout féliciter les organisateurs et les différents partenaires. Si les marchés posent tous ces problèmes que nous connaissons, qui vont du débordement aux incendies, et ce n'est pas un cas spécifique à Dakar, puisque partout au Sénégal et ailleurs en Afrique, c'est à peu près le même processus, c'est qu'ils ne sont plus adaptés. Alors, la ville de Dakar a donc initié une grande réforme et qui devra aboutir sur une autre vision du secteur marchand. Et surtout, relier cette vision du secteur marchand à la ville, au quartier, où il fait bon vivre, dans laquelle la place de tous sera trouvée, ville avec et par ses habitants, comme vient de le dire Vidia, mais ville qu'on regarde, marché qu'on regarde les yeux ouverts, comme l'a dit Monsieur Pelzer tout à l'heure, ou encore lieu de rencontre et d'échange, comme l'a dit Monsieur le directeur de l'UNESCO Dakar, lieu de rencontre et d'échange socioculturel. Bref, cette ville créative dans laquelle la ville de Dakar est déjà inscrite, mais il va falloir
d'autres combats à mener pour qu'elle soit réellement une ville créative. Donc, bon webinaire et à bientôt de la part de Madame le maire. Merci Annie. Je vais maintenant demander si quelqu'un de l'organisation peut partager je suis très peu douée, peut partager ma communication sur l'écran parce que j'ai parallèlement mon pense-bête. Donc, si j'ai l'écran de ma communication et en même temps mon pense-bête, ça risque de ça risque de ne pas marcher. Donc, si quelqu'un de l'organisation, puisque j'ai envoyé ma communication hier, est-ce que c'est possible? Je demande une faveur. Est-ce que c'est possible qu'on me partage, que vous partagiez l'écran pendant que moi, j'essaie de regarder? Super, je vois que c'est possible. Sinon, je vais partager, puis je vais essayer de me souvenir de ce que j'ai à partager aussi avec vous en plus de la présentation que j'ai faite. Voilà, la première page, s'il vous plaît, parce qu'il y a le titre que j'ai appelé donc, comme vous voyez, senteur, couleur, frayeur, bonheur. Dis-moi quel marché tu seras. Merci pour le partage de l'écran. Ok, alors, Carmel, pour moi personnellement, est mort avec son incendie. Deuxième page. Incendie, je pense que c'est juillet 1993. Une masse de fer terrible, prouesse de l'époque, à terre. Est partie en fumée avec cet incendie tout ce qui faisait la vie de Carmel, c'est-à-dire sa buvette, qui était un réel lieu de convivialité, ses étals de fleurs légendaires, qu'on voit sur beaucoup de supports aujourd'hui, les vanneries, la charcuterie aux 3 petits cochons qui était à l'intérieur de la halle et qui s'est retrouvée après l'incendie. Elle a eu la chance de se retrouver à l'extérieur dans l'immeuble, dans ce qu'on appelle l'immeuble Lacoste, c'est-à-dire qui était un comptoir, qui lui aussi est tombé suite à une grande spéculation et aussi à une faiblesse de l'administration sénégalaise. Tout ça est parti en fumée. Tout l'esprit Carmel est parti en fumée. Diapo 2, 3, notre diapo, Sandaga. Sandaga, 20 ans plus tard. Sandaga est démoli. Tous les journaux de titre au mois d'août, la première semaine du mois d'août, Sandaga est démoli. Sandaga est démoli. Sandaga est démoli. Ça semblait être le grand scandale du siècle. Que nenni, ce n'était pas Sandaga, c'est-à-dire le marché Sandaga qui était démoli, mais c'était les cantines qui étaient démolies. Sandaga faisait les gros titres, drôles de titres d'ailleurs, mais en fait qui étaient bien, qui disaient bien ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que les cantines de Sandaga, la cantinisation de Sandaga avait pris la place petit à petit de ce marché Sandaga, qui était le marché africain, et a changé complètement la personnalité du marché, de l'esprit Sandaga. La pause suivante.
Tylène pourrait être Tylène l'authentique. Et je ne rentrerai pas dans les détails parce que M. Diallo, Mamadou Diallo va en parler sûrement mieux que moi, je n'en parlerai. Tylène, on aurait pu croire qu'il y a une espèce d'authenticité, mais en fait, lui aussi a perdu son âme parce qu'à Tylène, on y trouvait, entre autres, des produits de consommation courante, mais on y trouve encore, mais il faut les chercher, il faut les mériter, tous les produits de la pharmacopée, etc. Et c'était un marché bien ancré dans son quartier de la Médina. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À Carmel, l'esplanade qu'on fait autour d'un marché pour pouvoir fonctionner, diapo suivante, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir voir en fait là où on va et là d'où on vient, pour pouvoir voir le marché. Cette esplanade s'est remplie au fur et à mesure, diapo suivante s'il vous plaît, s'est remplie au fur et à mesure par des tabliers, je ne sais pas si c'est français, des tanganas, des nattes de prière, des antiquaires, il y en avait peu, ils sont nombreux, ils sont si collés serrés qu'il est tellement difficile de passer, il est tellement difficile de pouvoir bien apprécier ce qu'on doit ouvrir, il est tellement possible d'ouvrir les yeux que l'espace vide, l'esplanade, l'espace vide est rempli de tout ça. Et aujourd'hui, à Carmel, ce sont des vendeurs, ce sont des passants, ce sont des travailleurs du quartier et surtout qui occupent les espaces qui étaient vides et qui faisaient l'esplanade. Et ce qu'on peut constater aussi à Carmel, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de marchands, en tout cas de gens qu'on a l'impression qu'ils sont des marchands, que de clients. Le marché s'est vidé de sa clientèle. À Sandaga, c'est un autre problème parce qu'il est au carrefour, c'est le même problème, c'est-à-dire que l'esplanade de Sandaga, on voyait Sandaga depuis le début et depuis toutes les rues c'était un point carrefour. Diapo suivante, s'il vous plaît. L'esplanade de Sandaga n'existe plus. Donc on parle les deux photos, on se rend bien compte que c'est vrai, il y avait moins de monde, c'est vrai, mais ça n'empêche que on voyait le monument, on voyait le bâtiment et on savait où est-ce qu'on allait et pourquoi on y allait. Aujourd'hui, c'est la confusion la plus totale, impliquant toutes sortes de pollutions sonores, environnementales. Sandaga déborde bien au-delà de l'emprise du bâtiment. Même aujourd'hui, où la fonction du marché Sandaga n'existe plus depuis 2013, mais impossible de marcher sur les trottoirs qui ont été privatisés par les cantines, donc une cantinisation de l'espace environnant, et toujours cette promiscuité où tout est possible. Frayeur. Tylène, pareil. Le débordement va traverser le boulevard, occultant les constructions importantes qu'on a de l'autre côté du boulevard, et notamment la résidence de Médina, qui est l'un des rares poumons verts, si on peut appeler ça un poumon, du quartier. Ces deux écoles de la Médina, les premières écoles qui ont été construites à la Médina, parmi les premières écoles qui ont été construites à la Médina, architecture coloniale, et tout ça est complètement occulté par le débordement de ce marché. Alors, on a trois marchés, on a trois histoires différentes, plus ou moins, mais on a la même problématique, même constat. Diapo suivante. Tous ces marchés construits le siècle dernier, même si Tylène est construit bien 50 ans, voire plus, après les deux premiers marchés, la grande difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tout est inadapté, et la forme du marché, et la localisation, et le produit qu'on y vend. Et la grande difficulté, c'est de retrouver les caractéristiques fondamentales qui, à la création, permettaient d'accueillir
la vie, le mouvement, les usages. Et ça nous amène à une lisibilité totalement tronquée. Et pourtant, il y a le bonheur d'aller au marché, il existe. Il existe partout. On me raconte qu'au Congo, les femmes vont marcher, mais avant d'arriver au marché, et après avoir fait leur marché, il y a des étapes, 1 bar, 2 bars, 3 bars, en fonction de... Voilà. Et ici aussi, au Sénégal, c'est un peu la même chose. On allait au marché, le jour du marché, et on allait faire une visite aux alentours du marché. Il y avait le plaisir d'aller au marché. Non seulement le plaisir de regarder le marché les yeux ouverts, mais le plaisir d'y aller. Et qu'on est en train de perdre. Diapo suivante. Il y a des ébauches de solutions, on le voit, avec des solutions qui ont été tentées par la ville de Dakar, avec l'espace Carmel, qui est vide aujourd'hui, et pourtant il est construit depuis plusieurs années. Le complexe de Félix Éboué, qui est, on va dire, presque ville, dit-on, parce que, et puis l'autre marché qui est complètement vide, près de Sandaga, le nom m'échappe, presque vide parce que, dit-on, ils sont chers. Alors, la question, c'est, répondent-ils à la demande? La question, c'est, sont-ils bien localisés? Quand on regarde l'espace Carmel, il me semble qu'il ne semble pas être à sa place, parce qu'il vient lui aussi prendre la place de l'esplanade qui faisait la chose intéressante autour du marché Carmel et qui rendait le marché Carmel visible. Touba Sandaga, une autre expérience. Touba Sandaga n'est pas sur la photo, mais on le voit sur une des autres photos de ce qui est passé. Touba Sandaga, c'est une expérience privée, un immeuble. En fait, il est aujourd'hui, qui a été construit il y a plus de 10 ans. Il est sur l'avenue Lamine Gueye, derrière le marché Sandaga. Il fait ombrage au marché Sandaga parce qu'il est construit de telle sorte qu'on n'est plus du tout dans l'histoire du marché. Mais surtout, ça ne fonctionne pas. On est venu faire une cantinisation en étage, pensant qu'on allait régler le problème. Ça ne fonctionne pas, il est à moitié vide. Alors, c'est vrai, il y a des changements d'usage. Et donc, comme il y a des changements d'usage, ces changements d'usage sont supposés appeler à des changements de lieu. Diapo suivante. Des changements de lieu qui répondent de plus près à la demande et surtout, ces changements-là doivent être renforcés par une grande sensibilisation pour amener la société à s'adapter. Les marchés des solutions, les marchés de proximité, les marchés qui finissent à une certaine heure, les marchés avec des grandes spécificités. Enfin, bon, je ne suis pas là pour trouver des solutions, mais pour me poser des questions. C'est-à-dire qu'il faut effectivement repenser le secteur marchand. Tout ne peut être au même endroit et en plus, quand la place ne s'y prête pas. La grande victime, c'est bien le bâtiment, c'est bien le patrimoine. C'est bien le patrimoine et on le voit bien dans tous les cas de figure. À Tilène, comme à Sandaga, comme à Kermel. Les intentions politiques doivent donc aller dans le sens de sauvegarde du secteur, mais du secteur, on ne peut plus penser marché Carmel, on doit penser quartier Carmel. On ne peut plus penser que va-t-on faire de Sandaga le monument. On doit penser que va-t-on faire, comment va-t-on mettre en évidence ce bâtiment-là dans le quartier dans lequel il est, en tenant compte de toute l'histoire, en tenant compte de toute la manière dont il faudrait que la ville, comment la ville devrait fonctionner pour que on gère l'environnement et qu'on puisse y aller de manière à avoir envie d'y aller. Voilà. Il s'agit effectivement d'aller dans le sens de reconvertir ces lieux. On ne peut plus, ils ne correspondent plus à ceux pour lesquels ils ont été créés. Je pense qu'il faut aussi qu'on se souvienne d'une chose qui est quand même fondamentale, c'est y mettre
de l'émotion dans le bâtiment, non pas le remplir parce qu'il faut remplir, mais mettre de l'émotion, ce que s'appelle faire de l'architecture. L'architecture est fondamentalement un art de l'espace qui transmet de l'émotion. Et pour finir, je vais reprendre les mots d'une de mes consoeurs qui dit que tout l'art de l'architecte est de savoir exprimer une émotion en occupant les vides. Je vous remercie. Merci beaucoup Annie pour cette très intéressante communication. J'aurais certaines petites choses à dire, mais je vais m'abstenir parce que effectivement, on n'a pas beaucoup de temps et je demanderai d'ailleurs aux intervenants d'essayer de respecter au maximum les 10 minutes d'intervention pour les présentations, pour que nous ayons un petit temps d'échange à la fin quand même pour répondre aux questions. Donc merci encore Annie pour cette présentation des différents marchés dont il est question aujourd'hui et de tous les enjeux qu'ils revêtent. Je pense que tu as dû te mordre la langue pour ne pas raconter toutes les histoires, notamment derrière Kermel et tout ça, toutes les tentatives qu'il y a eu avec des visions politiques plus ou moins affinées. Mais je vais maintenant passer la parole donc, à Madame Aïssata Thiam, qui est diplômée en archéologie et patrimoine, qui est doctorante, spécialisée dans l'étude des provinces archéologiques de la proto-histoire du Sénégal. En 2017, avec d'autres étudiants, il crée l'Association nationale pour la défense du patrimoine sénégalais, où elle est chargée de la communication. Et elle va nous faire donc aujourd'hui une intervention sur Sandaga entre démolition, reconstruction et réhabilitation. Quelle responsabilité face à l'histoire? Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour cette invitation. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, tout à fait, on vous entend bien. Alors, l'association se réjouit de cette invitation qui réunit différents professionnels ou bien différents concernés sur le cadre des villes à Dakar. Donc aujourd'hui, l'association va présenter 2 points parce qu'il faut savoir que nous avons organisé un webinaire qui parle du marché de Sandaga. Alors, l'Association nationale pour la défense du patrimoine sénégalais, dans sa dynamique de vulgariser les questions liées au patrimoine sénégalais, s'est inscrit dans la logique de promouvoir des licences publiques. Et pour répondre aux exigences imposées donc, par la crise sanitaire, les débats sont organisés alors en ligne. Alors, un premier webinaire a été organisé et porté sur la question relative à la statue de Faidherbe, sous le thème « La statue de Faidherbe entre démolition et protection du patrimoine. Quelle responsabilité face à l'histoire ?» Et toujours dans l'une de ces missions régaliennes qui consiste à s'impliquer sur l'actualité culturelle, particulièrement patrimoniale du pays, l'association n'est pas restée indifférente sur la question relative à la démolition et reconstruction à l'identique ou à la réhabilitation du marché de Sandaga. Et c'est une question qui tient toujours à la lettre les tiers concernés. Alors, à cet effet, l'association a créé un cadre de dialogue entre les couches concernées par cette question, ville de Dakar, architectes ou encore professionnels du patrimoine. Et là, il a été question de permettre à tous de connaître les enjeux liés à la question du marché de Sandaga. Et de ce fait, le thème soumis à la réflexion des panélistes et aux différents participants de ce webinaire était le bâtiment abritant le marché de Sandaga entre démolition, reconstruction, réhabilitation, quelle responsabilité face à l'histoire. Alors, ce moment a réuni différents professionnels, dont M. Sélégué, qui était habitant de la ville de Dakar Plateau, mais aussi ancien village de Tchandem. Mme Annie Zouga, ici présente aujourd'hui, représentant des architectes, du collectif des architectes plutôt, et M. Abdoulaye Kamara, chercheur indépendant, et enfin M. Abdoul Sow, qui est professeur à l'UGB, tous deux spécialistes en patrimoine. Alors, lors de ce moment de partage, M. Sélégué, qui est, je viens de dire, habitant de Dakar Plateau ou de l'ancien village de Tchandem, étant en tant qu'acteur communautaire de développement local, nous avons abordé avec lui le contexte historique du projet de réhabilitation du marché de Sandaga. Alors, sur l'argumentaire de M. Dieye, il apparaît clairement que l'objectif de la commune de Dakar Plateau, c'est donc de doter aux populations de Plateau un marché pour s'approvisionner. Et sa position est de démolir et de reconstruire à l'identique et confirme que le conseil municipal de Dakar Plateau a opté pour la reconstruction.
Alors, avec Mme Anizouga qui représentait le collectif, nous avons abordé le problème de gestion et d'entretien du patrimoine à Dakar en entretenant d'abord sa casquette d'architecte pour montrer son souci que les générations futures ne puissent pas admirer ce joyau. Et en tant qu'élu local, elle s'est prononcée sur l'engorgement de la ville de Dakar qui occulte la beauté du Soudanais. Nous appelons le bâtiment de Sandaga. Et en tant que citoyenne, elle montre que les gens s'intéressent plutôt à l'histoire des anciens, s'intéresseraient plutôt à l'histoire des anciens villages comme Tchendem et autres que les projets immobiliers tendance dont Jamnia Lake City en donnant l'exemple de Casa Mémoire. Alors, nous avons abordé les soubassements de la législation du patrimoine au Sénégal et les articles qui régissent la protection du patrimoine historique, parce que c'est important. Et là, M. Camara est revenu en profondeur sur certains aspects importants de la loi 1971-12 concernant les monuments historiques, les fouilles et découvertes. Et en effet, il est revenu sur la loi française de 1956, sur les monuments historiques qui, en quelque sorte, a influencé la loi sénégalaise de 1971. Et son intervention a démontré les failles de cette loi et est revenu largement sur les arrêtés qui ont suivi la loi et qui ont favorisé la mise en place de la commission des sites et monuments historiques. Il précise qu'un bâtiment, même historique, en tant que ruine, peut garder son statut de site historique, en donnant l'exemple des temps grecs et romains. Par ailleurs, il propose une démolition et construction à l'identique, car selon lui, c'est tout à fait normal, comme on est, c'est tout à fait normal. Alors, la question que l'on doit se poser pour lui, c'est comment en sommes-nous arrivés là? Comment on est arrivé à ce point pour voir ce bâtiment à ce niveau de dégradation très avancé? Où était la direction du patrimoine culturel ou le ministère de la Culture? Alors, nous avons terminé avec M. Abdel Sow qui a axé son intervention sur le défi tradition et modernité. Sur la question de l'état du bâtiment, il précise que si une étude scientifique claire est menée sur cet édifice, on se rendra compte que le bâtiment peut encore tenir. Et pour lui, le bâtiment peut être restauré et souligne que c'est avec le régime actuel que nous avons commencé à assister à des classements des édifices historiques. Alors, l'ANDPS organisé ce webinaire nous a permis de souligner les failles de la loi qui régissent les monuments. Nous recommandons d'abord de revoir la loi 71-12 qui semble inexistante et méconnue dans le Sénégal et lambda, de revoir les mesures de protection du patrimoine, car on se rend bien compte que le patrimoine est relégué au second plan et donc pas pris en compte sur les questions de développement. Insérer les professionnels du patrimoine dans les projets de développement local. Les décideurs politiques doivent s'entourer de compétences. Ce n'est pas pour rien que l'on forme des professionnels du patrimoine. C'est pour qu'ils viennent en appui et en éclairage aux décideurs politiques, pour qu'ils évitent de commettre l'irréparable dans les questions de patrimoine vis-à-vis de la pression de l'urbanisme ou la question des marchands ambulants qui pèsent sur Sandaga. Si le bâtiment compromet la sécurité d'une façon générale et n'offre plus les garanties de solidité, le mieux est de le déclasser, de le reconstruire à l'identique comme on l'a fait avec le marché Kermen, mais sans pour autant le cantiniser plutôt, et en mettre des escaliers comme observé sur la maquette présentée. Par contre, s'il advient du rapport de contre-expertise de l'ICOS dont nous n'avons pas eu l'accès, que le bâtiment est encore solide, sa restauration rapportera sur le plan économique, social et culturel. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les villes sont en train de protéger le patrimoine moderne pour pouvoir être classé sur le label UNESCO. Il faut savoir que le patrimoine est un levier de développement et il est devenu pour les élus locaux des points de valorisation sociale et économique de nos villes. Alors, je termine en soulignant que si on continue cette lancée de démolition et reconstruction des bâtiments classés patrimoine, Dakar perdra ce qu'il devait transmettre à ses générations futures. Et il nous faut une bonne politique de gestion du patrimoine pour ne plus en arriver là. Et comme l'avait souligné M. Benga lors du webinaire, nous devons vivre notre temps à notre rythme, tout en étant ouverts au monde, mais à partir de nos réalités. Alors, sauvons, protégeons et valorisons notre espace urbain. Il est temps. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aïssata pour ce plaidoyer et ces recommandations très claires que tu nous fais, ces propositions aussi très concrètes. Il est vrai qu'il est important que nos élus aussi soient bien sensibilisés à ces questions de patrimoine et qu'ils aient les moyens de pouvoir défendre leur politique et leur vision quand ils en ont, face à des environnements qui sont parfois politiquement très complexes aussi.
Et voilà. Donc, merci encore à toi. Je vais passer maintenant la parole à Jordi Pasquale, coordinateur du comité CGLU de la culture. Bonjour Jordi, nous nous connaissons déjà depuis un certain temps et nous sommes ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, Jordi est le coordinateur de la commission de culture de l'Organisation mondiale des villes et gouvernements locaux unis, dont l'objectif est le progrès de l'agenda 21 de la culture. Il est également professeur associé de l'Université Oberta de Catalunya, où il enseigne les politiques culturelles. Il est un des promoteurs de la campagne mondiale Culture 2015 Goal pour l'inclusion de la culture dans les objectifs de développement durable et du nouvel agenda urbain. Il a été membre du jury des capitales européennes de la culture et il a écrit de nombreux articles, ouvrages et rapports sur les droits culturels internationaux et le rôle de la culture dans le développement durable qui ont été traduits dans plus de 20 langues. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, Jordi, et je te donne la parole pour une communication donc autour de la culture dans les objectifs du développement durable. Merci beaucoup, Vidya. L'honneur est à moi. Franchement, merci beaucoup de l'invitation. Merci à la Fondation Interarts. Merci à la Commission européenne d'avoir soutenu ces programmes culture at work, culture at work, qui est extraordinaire, qui se développe très, très bien. Et merci à l'UNESCO des mots de bienvenue, ainsi comme aux représentants de Dakar, qui me font penser au moment que je passais dans votre ville merveilleuse, parmi lesquels les moments où nous avons partagé avec Omar Ndao et avec d'autres experts de la ville de Dakar notre document fondateur, version 2, l'agenda 21 de la culture version 2, qui s'appelle Culture 21 Action et qui a été approuvé en 2015. Et c'est grâce à lui, c'est grâce aussi aux apports fondamentaux des acteurs culturels de Dakar qu'on a été capable de dessiner un programme qui sert les villes du monde entier, avec un contenu qui est aussi africain et dakarois. Alors, quand j'ai écouté plusieurs mentions à mon ami Omar, c'est vraiment joli, émouvant de se rappeler des moments qu'on a passés ensemble à Dakar et ailleurs, parce qu'il est venu plusieurs fois dans nos réunions de la commission culture de CGLU. Je veux partager l'écran et je promets, Lydia, je serai maximum 10 minutes en incluant le temps que j'ai déjà fait. Voilà. Ici la présentation. La culture dans les objectifs de développement durable et dans le cadre du séminaire sur les marchés de Dakar. Nous sommes l'Organisation internationale des villes avec des sections dans tous les continents, notamment avec une section africaine très forte qui fait des programmes très intéressants et qui maintenant soutient avec force, organise la capitale africaine de la culture, une très bonne initiative. Nos documents fondateurs, Agenda 21 de la culture 2004, document politique culture, 4e pilier du développement durable, qui essaye de convaincre tout le monde, si possible, qu'aujourd'hui, c'est impossible de comprendre le développement d'une ville, impossible de comprendre le développement à l'échelle mondiale et impossible de nous comprendre comme personne si on n'ajoute pas une dimension, un pilier, une sphère, une composante culturelle explicite et opérationnelle qui donne du pouvoir aux acteurs culturels. Bien sûr, pas un pilier isolé, pas une dimension isolée, mais une dimension connectée avec des ponts, avec le reste des dimensions de la soutenabilité, de la durabilité.
Nous organisons un prix, nous avons une base de données, nous avons un programme d'action de soutien aux politiques culturelles des villes, voilà, notamment avec Culture 21 Action. Et on a un programme aussi d'analyse des objectifs de développement durable. Nous, il faut dire, nous ne sommes pas enthousiastes des objectifs de développement durable. Hein? Il faut être clair. Nous, ici, dans cette liste de 17 objectifs, il nous manque à moins un, la culture. On a fait des campagnes, la campagne Culture 2015 Goal, qui a essayé de convaincre à tous les acteurs engagés dans le débat, notamment les États et ces délégations à New York, qu'il fallait un objectif culture. Nous savions que c'était une bataille perdue, mais c'était une bataille qui valait la peine. Et aujourd'hui, on continue avec cette campagne, avec cette narrative, avec cette intention d'avoir un objectif culture à partir de 2030. Pourquoi? Pour donner du pouvoir aux acteurs culturels, patrimoniaux, de la créativité, de la diversité, et pour faire en sorte que le développement inclut aussi voilà, la dignité humaine dans toutes ses dimensions. Nous sommes dans la décennie d'action des ODD et on a fait une analyse, même si on a, comme je viens de dire, on a une narrative critique, constructivement critique sur les ODD, on est engagé à les localiser et à aider les gouvernements locaux du monde entier à trouver comment on peut relationner la culture avec les 17 objectifs. Et on a trouvé qu'il y a une relation entre tous les objectifs et la dimension culturelle du développement, avec 3 points d'entrée importants. La localisation culturelle des ODD, la culture pour rendre possible le développement durable, la culture comme facilitatrice du développement, et troisième, la culture dans le développement centré sur les personnes. On a fait des analyses ici dans la localisation culturelle des ODD, les objectifs 3, 4, 11 et 16, pour la culture comme facilitatrice du développement durable, les objectifs 2, 6, 7, 4, 8, 11, 12, 13, 14 et 15, et la culture dans le développement centré sur les personnes, avec les objectifs 1, 4, 5, 9, 10, 11 et 17. Mais on a descendu à l'échelle des cibles, parce que c'est très joli la poésie, mais c'est aussi important pour la prose. Et dans la prose ici, dans les ODD, c'est dans les cibles. Alors, on a identifié plusieurs cibles que vous voyez ici dans cette diapo. 11 4, 8 9, 8 3, 16 10, 12 8, 17 14, 11 A, 9 1, 13 3, qui met en relation étroite culture, espace public et marché. Protection, sauvegarde du patrimoine culturel et naturel, tourisme durable, créativité et innovation, accès public à l'information et protection des libertés fondamentales, les informations et les connaissances pour les styles de vie en harmonie avec la nature, améliorer la cohérence des politiques, soutenir les relations entre les zones urbaines, périurbaines et rurales, développement des infrastructures résilience et adaptation aux défis de changement climatique. Voilà, il faut, à notre avis, il faut soutenir à l'échelle nationale, à l'échelle locale, la consécution des ODD, lutter pour tous les ODD, mais il faut aussi avoir un regard, comme je disais, un peu critique et essayer de trouver toutes les connexions possibles pour que cette stratégie de connexion culture et ODD apporte plus de pouvoir aux acteurs culturels. Nous avons plusieurs ressources. Nous avons un guide qui explique tout ce que je viens d'expliquer. On a une base de données de bonnes pratiques qui est indexée aussi avec les 17 ODD que vous pouvez consulter
bien sûr en ligne, en anglais, français, espagnol. Il y a aussi un programme qu'on vient de lancer qui s'appelle les 7 clés, qui développe localement cette relation entre culture et développement durable. Et on est en train d'explorer avec les capitales africaines de la culture adapter ce programme à l'échelle de toute l'Afrique. Et on vient d'approuver la Charte des Roms 2020 qui promeut la participation culturelle libre et pleine comme fondamentale dans le défi que la pandémie de COVID-19 nous impose. Voilà, merci beaucoup de la présentation. Je suis vraiment content d'avoir écouté, d'avoir vu les images de ma chère ville de Dakar et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jordi. Et tu es le bienvenu chez nous, chez toi, quand tu le veux. Merci pour ce plaidoyer et ces rappels qui nous semblent tout à fait majeurs, notamment sur le caractère transversal de la culture et son importance à être pris en compte de façon transversale et globale. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Mamadou Boyo Diallo, notre ami de la Médina, qui est commissaire d'exposition, collectionneur et artiste. Il est donc le président de l'association Yatal Art. En 2010, il a fondé le musée à ciel ouvert à Dakar, dédié à l'art urbain et au street art, pour rendre l'art accessible au plus grand nombre. Il a invité plus d'une centaine d'artistes de tous les continents à venir peindre sur les murs des maisons détériorées. Sa démarche l'amenant à s'intéresser à l'urbanisme et à l'architecture, il présente également des expositions à l'intérieur de ces maisons avec l'objectif de valoriser et de protéger ce patrimoine en péril. Les visites organisées du musée à ciel ouvert ont permis d'ouvrir le quartier au monde, de générer des échanges et de créer des rencontres. En s'intéressant aux liens entre espace public et vie quotidienne, Mamadou Diallo a par ailleurs conçu et construit des œuvres monumentales en bouteilles plastiques récupérées dans les rues, installations de sensibilisation à l'utilisation incontrôlée de ce matériel polluant. Ces installations, dénonçant particulièrement la pollution des océans, ont notamment été exposées à la Médina et sur les côtes de Dakar. Merci Maud Boy. Donc je te passe la parole à toi. Tu vas donc Bon dia, segons Jordi Pasqual, m'has trucat ara fa un moment, però no he pogut agafar el telèfon. Sí, home, i tant. Què tal, Cisco? Maud Boy? Ja ho entenc. Tu es là, Maud Boy? No pateixis. Merci aux autres de couper leur micro, s'il vous plaît. Donc, Maud Boy va nous faire une présentation sur le marché Tilène et le cas de la Médina. Mamadou? Allô? Oui, je t'entends maintenant. Merci à toi, Bidia També, et merci à tous pour m'avoir invité à participer à ce débat, et merci aux participants. Je vais vous parler maintenant de la Médina, du marché Tilène qui se trouve au cœur de la Médina. La Médina est le quartier de Dakar qui est entre le plateau et le secteur de Gueule Tapée Fass Colobane. Il est réputé populaire et beaucoup d'artistes y sont nés, comme le chanteur Youssou Ndour, le percussionniste Doudou Ndiaye Coumba Rose ou le peintre Kremlay. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Je vais vous parler de ce quartier et de son marché Tilène. La Médina a été créée en 1914 suite à une épidémie de peste. La zone était alors appelée Tilène, ce qui veut dire en wolof lieu de prédilection des chacals. La population autochtone a été déplacée depuis le plateau jusqu'à la Médina. Cela a suscité des contestations et il y a eu des manifestations. Et la communauté Lébou a fait appel au marabout El Hadj Malick Sy pour calmer la situation.
le marabout a renommé le quartier Médina, en référence à la ville sainte de Médinatoul Mounawwarat. Et la rue qui rejoint le poste Médina jusqu'à la corniche porte son nom, c'est l'avenue Malick Sy. La Médina est délimitée par 4 points. Elle s'étend au rond-point de la RTS jusqu'à la porte du 3e millénaire sur la corniche, puis tout au long de la corniche jusqu'au village artisanal de Soumbédioune, qui veut dire le milieu du tunnel, puis jusqu'à la place de l'Obélisque. Ça représente 2 km 500 et aujourd'hui il y a plus de 100 000 habitants qui se réveillent tous les jours dans le quartier. Je fais un zoom sur Tilène. Là, vous voyez, c'est une maison, ça c'est une ancienne photo. Vous voyez là, il y a des maisons en baraque de 1914 et derrière, il y a des maisons de 1935. Et là, vous avez une carte postale de l'AOF qui décrit un peu le marché de Dakar il y a longtemps. Le marché Tilène se trouve à un emplacement stratégique. Il est au cœur de la Médina. Il est délimité par l'avenue Blaise Diagne. Il est proche d'autres bâtiments importants, comme la Maison de la Culture d'Outa Sec, qui était la résidence Médine. L'école Médine aussi, c'est l'une des premières écoles. Et il y a le stade Iba Mar Diop, ou la délimitation du Page. Le marché Tilène a été construit en 1931. Par contre, on ne connaît pas encore le nom de l'architecte qui a fait la halle, mais si jamais vous avez des informations, ça nous intéresse. De la halle centrale, le marché est aujourd'hui beaucoup plus grand. Elle s'étend 2 fois plus dans les ruelles d'extérieur. La halle se trouve entre le rue 17 et la rue 19. C'est la structure des marchés et tout autour de la Médina, de la rue 25 à la rue 15, angle Blaise Diagne, et qui va jusqu'au Pench de Tchering. Il y a beaucoup de marchandises qui tiennent des stands composés de tables protégées par des parasols. Le marché Tilène est aujourd'hui 2 fois plus grand. Vous cherchez 3 fois plus grand pendant les fêtes. Maintenant, pour pouvoir illustrer un peu le marché, j'ai fait une vidéo de 1 minute que j'aimerais bien partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'organisation qui peut mettre la vidéo. Ok, je vais essayer de mettre la vidéo alors. Mode boy, essaye. Si vous parlez là-bas et parlez là-bas, ferme la porte. Tu y arrives? Quelqu'un de l'organisation peut peut-être aider Mode boy. Ferme la porte. Vas-y.
Voilà, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a beaucoup de marchandises différentes sur les étalages qui sont toujours pleins, ouverts du lundi au dimanche. Dans la halle, on retrouve tous les aliments qu'on retrouve dans les autres marchés. Le coin des bouchers, celui des poissonniers, les légumes, les fruits et les épiciers. Et à Tilène, à l'extérieur, vous êtes frappé par les étals de fruits et légumes les plus rares, les plus variés, de bonne qualité et à un bon prix sénégalais. L'alimentation continue donc à l'intérieur, tout autour de la halle. Et puis, il y a tout ce qui n'est pas de la nourriture, des livres, tissus, fruiterie, bijouterie, matériel de cuisine. Le marché vit au quotidien et change au quotidien avec les saisons, les passages des marchands ambulants et les fêtes. Il rythme l'année. Par exemple, avant tous les fêtes de Tabaski, la Korité et les autres, on voit où passent les cars rapides du côté du marché et fermés pour laisser les bijoutiers s'installer, vendre dans les rues. Dans ces moments-là, il y a même plus de 300% de personnes et de capacités. Aujourd'hui, la crise sanitaire de la COVID a un peu changé la donne. Il y a un travail de dégagement de certains stands en fait de laisser plus de place pour circuler. Les clients du marché Tilène, ils vont au quotidien. Ce sont majoritairement des femmes. Il n'y a pas de frigo, ils n'ont pas de frigo chez eux pour conserver de la nourriture. Alors, tout se vend à l'unité au quotidien. On y fait des provisions à long terme. On n'y fait pas des provisions à long terme. On achète ce dont on a besoin de le consommer à l'instant même. Cela explique également la haute fréquentation du marché par la variété des marchandises proposées. Et concentrés ont également su d'y trouver tout ce que l'on souhaite et à proximité. Il y a aussi beaucoup de nationalités qui vendent autour du marché. Par exemple, vous verrez des Sénégalais, des Guinéens, des Nigériens et des Marocains. Il y a une autre raison à son affluence et le fait que le marché soit très desservi. Tous les transports en commun passent par l'avenue Blaise Diagne. Il est donc facile d'y arrêter pour s'approvisionner. Du coup, je vais parler un peu maintenant des défis de marché Tilène. Le marché Tilène est donc un marché qui est organisé comme un écosystème à part entière. Il est indispensable aux habitants, s'agrandit au fur et à mesure que les immeubles montent, que la population augmente. Cela, pour qu'il soit durable, on doit relever de nombreux défis qui proposent sur les pratiques des marchands et des clients, mais aussi qui tiennent de l'urbanisme. Parmi ces défis, la halle de Gueule Tapée a été détruite.
est en travaux depuis 1 an et demi. En attendant, les commerçants sont installés dans les cantines en métal sur le pont même de Gueule-Tapée qui couvre le passage des eaux usées. C'est dangereux car ce pont est ancien et il y a beaucoup de poids dessus. Ça n'a pas été construit pour cela. L'esprit même du marché est rendu compliqué à cet endroit car chacun s'installe comme il peut, mais il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Si le marché Tilène est aussi tributaire de cette politique de réaménagement des marchés, il faut espérer qu'il ne soit pas détruit pour l'avenir. Un moule de 3 étages, comme on le verra à Gueule-Tapée, alors qu'on sait que les étages sont rarement mis au profit des utilisateurs, des utilisés, je veux dire, comme à Ouakam ou ailleurs. Mais il y aura aujourd'hui, il y aura une vraie réflexion derrière qui permettra d'améliorer les conditions de vente et d'achat sans la dénaturer ni le déshumaniser. Le défi majeur du marché Tilène, mais également de tous les marchés et des boutiquiers, c'est la pollution plastique. L'usage du sachet plastique a été interdit par la loi au Sénégal depuis pas mal d'années maintenant. Pourtant, le marché est rempli de plastique. Tous les produits sont mis à petits sachets pour acheter la quantité nécessaire quotidienne de moutarde ou de piment. Auparavant, on utilisait les calebasses pour mettre des fruits, légumes et autres. Aujourd'hui, on utilise un sac pour chaque aliment. Alors, chacun se retrouve avec une dizaine de sacs à la fin de ses courses. D'autre part, les environs du marché génèrent également de nombreux déchets. Un gros camion passe tous les jours au quotidien pour ramasser tout ce qui traîne. Mais il y a de petites poubelles aussi où les gens pourraient jeter leur... S'il y avait des petites poubelles où les gens pouvaient jeter leurs poubelles au quotidien, ça serait cool. Donc, ça part directement dans la rue et ça peut ensuite rejoindre la mer qui est tout près. Pour conclusion, pour ne pas dépasser les 10 minutes là. Il faut que tu accélères. Voilà. Il y a beaucoup de choses aussi à dire sur cela et j'espère que ce débat de l'environnement et la gestion des eaux usées pourra être le sujet d'un prochain webinaire. Mais je m'arrête là et je vous invite tous à venir visiter la Médina et le marché Tilène. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Modboy, pour cette contribution très riche autour du marché Tilène. Je vais sans plus tarder passer la parole à Mercedes Giovinazzo, directrice de la Fondation Interarts. Leçon à tirer de 2 ans de mise en œuvre du projet Culture at Work Africa. Merci beaucoup, Mercedes. Merci à vous, Vidya. Merci beaucoup pour avoir géré ce panel d'intervention. Sincèrement, j'ai beaucoup appris aujourd'hui et donc j'en suis extrêmement reconnaissante à nos partenaires intervenants. Je parle donc au nom d'Interarts comme chef de file d'un consortium de 8 partenaires en fait, et je tiens beaucoup à souligner ceci. Ce sont des partenaires avec qui nous avons eu le plaisir de mettre en place, d'imaginer d'abord, dessiner ensuite et finalement pouvoir mettre en œuvre ce projet Culture at Work Africa. Et donc, je voudrais les nommer, c'est Beaux-Arts, Culture et Développement, CERAF, le Culture Fund du Zimbabwe Trust, évidemment le Comité Culture de CGLU,
l'International Music Council et le réseau Arterial. Donc, comme vous voyez, une famille qui représente différentes réalités géographiques, mais aussi d'un point de vue de leur expérience. Nous avons répondu à un appel à proposition, donc comme il a été mentionné au départ de ce séminaire, et je vais un peu vous parler en fait de ce qui a été le pari que nous avons souhaité prendre au départ donc avec ce projet. Mais laissez-moi remercier bien sûr l'UNESCO, les paroles de son directeur, M. Sanga. Nous sommes, Interart, c'est le consortium de Cultured Work Africa, vraiment reconnaissant à nouveau à l'UNESCO, le bureau régional UNESCO à Dakar, pour avoir joué au jeu, accepté de co-organiser avec nous ce rendez-vous et en fait d'alimenter avec des propositions très intéressante donc son contenu. Merci vraiment à nouveau et merci aussi bien évidemment, ça va sans dire, mais il faut le dire, à la délégation de l'Union européenne, M. Pelzer, pour être avec nous ce matin. L'Union européenne, comme vous l'avez dit, est le cofinanceur majeur de ce projet Cultured Work Africa, qui bénéficie aussi d'un petit cofinancement de la ville de Barcelone, à qui nous sommes aussi reconnaissants pour croire en fait en ce projet qui se passe très loin de chez nous, ici à Barcelone, c'est dont je vous parle aujourd'hui, je vous parle aujourd'hui, mais en fait qui tient sur des bases que je vais essayer d'esquisser maintenant. Vous l'avez dit vous, Monsieur Pelzer, mais aussi Monsieur Sanga, l'importance de concepts comme la diversité, l'interculturalité, le développement urbain et le rôle qui joue le patrimoine, mais surtout les lieux de patrimoine en tant que possible espace sûr, espace qui structure les villes parce qu'ils en sont espace public. Dans ce concept, dans cette croyance en fait d'avoir besoin dans ce siècle urbain, comme il a été dit aussi par Madame Tambi, le siècle 21 dans lequel nous vivons maintenant, donc ce besoin d'avoir des villes qui soient pensées et qui soient aussi créatives. Mais c'est aussi, il y a aussi d'autres mots-clés, la culture comme moteur social, la culture comme instrument de dialogue culturel, mais aussi comme outil pour renforcer la coopération, tel qu'il a été dit par M. Pelzer. Donc, ces éléments qui sont à la base de ce projet que nous avons mis en œuvre et qui vire maintenant vers sa fin, puisqu'il va se terminer le long du premier semestre 2021, après avoir commencé en 2018. Quel a été notre postulat de départ en tant que consortium? Donc, la culture, c'est ce qui nourrit les valeurs qui sont à la base de toute approche au développement qui soit donc ancrée, centrée sur la personne. Et ici, j'entends la personne comme le citoyen qui participe en fait de la vie sociale et d'un système de gouvernance. La culture est aussi pratique, participation, ça a été dit. C'est un outil, un moteur qui, si bien géré, permet d'œuvrer des processus de changement profond qui lie le passé, le présent avec le futur, mais qui permet aussi l'épanouissement autour de la créativité ou à partir de la créativité et de l'innovation des individus et des personnes. Il y a aussi un autre élément qui est la base de notre projet, c'est-à-dire la diversité culturelle, c'est-à-dire ce besoin d'avoir donc à la base de tout processus de cohésion sociale cette notion que la culture, la diversité permettent au travers d'un dialogue constructif d'aller de l'avant, de développer, en fait regarder vers ce futur qui aujourd'hui malheureusement nous semble peut-être parfois assez incertain. Finalement, il a été dit aussi, mais je reviens dessus, la culture est un instrument fondamental du développement, le quatrième pilier auquel faisait référence Jordi Pasquale tout à l'heure, parce qu'il complète les trois autres piliers, mais permet aussi d'éduquer les gens. C'est un instrument important de formation de la personne. C'est aussi un instrument de création d'emplois
Et c'est donc à la fin, en fait, un élément qui nous permet d'agir dans cette lutte contre la pauvreté. Il s'agit donc, à partir de Culture at Work Africa, de porter notre petit grain à cette idée qu'on peut construire avec et à partir de la culture des sociétés durables, de générer de la valeur, de structurer des systèmes de gouvernance qui veillent en fait à cette notion qui nous est tellement proche du bien commun. C'est-à-dire il faut travailler pour qu'on puisse tous comprendre qu'il y a un bien commun qui est le socle en fait de toutes nos sociétés aujourd'hui en fait et qui doit continuer à l'être. Culture at Work Africa, je l'ai dit, a été un pari parce qu'il ne s'agit peut-être pas d'un projet, si vous me permettez, typique, dans la mesure où le consortium a choisi d'appliquer en fait ce mécanisme de financement à tiers pour pouvoir donner la possibilité à des opérateurs culturels dans les 15 pays bénéficiaires tout au long de cette frange en fait de l'Afrique subsaharienne, donc de l'ouest à l'est, francophones et anglophones, de mettre en œuvre des projets qui soient basés sur le respect des droits humains, qui est en fait une conception du bas vers le haut, c'est-à-dire cette coopération qui n'est pas imposée, mais qui est le fruit vraiment du mise en commun, de la poursuite d'objectifs dits partagés. Et aussi, en fait, permettre d'apprendre en faisant, ce que les anglophones appellent ou disent le learning by doing. Nous avons mis en fait à disposition à peu près 2 millions d'euros pour financer 34 projets en 2 phases, à partir de 2 appels à proposition. Et nous sommes ravis, heureux. Jordi Pasquale l'a dit tout à l'heure, ça a été, et je le dis assez avec la bouche petite, mais je pense que j'ai véhicule le sentiment de tous nos partenaires dans le consortium. Ce projet, jusqu'à présent, a été un succès. A été un succès parce que le consortium a voulu non seulement mettre à la portée des opérateurs dans les pays cibles, donc ce financement, mais a œuvré systématiquement pour les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets, les a accompagnés par des formations, par des échanges, par des mises en réseau. Et nous pensons que tout ceci aide donc à la construction, en fait, de systèmes d'échanges positifs et qui peuvent faire des différences, en fait, dans nos sociétés, dans nos différents pays. Je voudrais citer 2 des projets que nous avons financés très rapidement. Action Jeunesse pour le dialogue interculturel et la dignité de tous, qui a été mis en œuvre par une association basée au Sénégal, l'association Rester et Réussir, mais avec en fait un partenariat au Cameroun et au Bénin. Et puis un autre projet qui est Agriculture pour l'inclusion citoyenne, mis en œuvre non comme leader du consortium, mais ici comme partenaire par une autre entité sénégalaise, Amalion Publishing, et qui a lieu au Niger, au Sénégal. Tous ces projets, les 34 que nous avons financés, ont, comme je vous ai dit, certains éléments à leur base. Évidemment, cette question du respect pour les droits humains, les droits fondamentaux, mais nécessite de processus participatifs, et c'est ce que ces 2 projets ont fait, mais aussi misant sur la jeunesse, qui est, à notre sens, en fait, un des actifs les plus importants en Afrique, oui, mais aussi partout dans le reste du monde. Je voudrais terminer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je me rends compte, faisant un rappel à ce qui a été dit aussi par notre partenaire Jordi Pasquale CGLU, Comité Culture. Il est important de ne jamais oublier qu'il existe donc un agenda du développement
que l'Union européenne, et ça parfois on l'oublie je pense, est le financeur le plus important aujourd'hui pour ce qui est la coopération au développement, mais que donc je reviens à cet agenda du développement, malheureusement peut-être la culture n'est pas à notre avis assez bien, à notre avis assez bien représentée par tout son potentiel. Oui, comme il a été dit par M. Sanga, évidemment, et on a des mentions spécifiques dans l'objectif numéro 11, évidemment, mais à notre sens, et je souligne à nouveau au nom d'Interarts, mais de tout notre consortium, l'importance que la culture, les opérateurs culturels, les professionnels de la culture, organisations comme les nôtres, continuent à faire du travail structuré pour que cette place donc, de la culture dans nos systèmes de politique et dans nos systèmes de gouvernance soit mieux reconnue. Et un dernier rappel, je crois que cette charte de Rome qu'il a mentionnée très en passant permet en fait d'ouvrir une porte à une participation via les villes, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui dans ce séminaire, les villes, les lieux de patrimoine, la participation citoyenne dans la construction d'agendas qui soient des agendas communs, préparés, si vous me permettez, par l'ensemble de la citoyenneté avec les instances publiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mercedes. Merci pour ce petit bilan de projet et cette vision intégrée et qui fait aussi office de plaidoyer, je pense, pour tout le monde. Merci pour tous ces rappels également un peu plus factuels sur les différents accords et l'importance que la culture doit avoir dans les différentes politiques et les différents projets politiques de nos pays, l'importance de cette décentralisation aussi, de travailler avec les acteurs culturels, la société civile, de manière intégrée, en fait, je vais dire. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Donc, c'est bien. Je pense que nous pourrons arrêter d'ici 5 minutes si les intervenants eux-mêmes n'avaient pas d'autres choses à dire, des petits rajouts, des questions peut-être à d'autres participants. Peut-être si personne n'en avait, nous pourrons passer à la conclusion. Personne donc. Donc peut-être pour juste conclure. Oui. Je pense qu'il y a une question sur le chat Facebook. Je la copie dans la conversation. Ah oui, merci. Tu peux peut-être nous la lire pour gagner du temps, Pierre? Je ne sais pas. Oui. Donc, je lis le commentaire. Merci Modboy de nous parler des gens qui utilisent ces marchés et merci à Annie de nous parler de l'enjeu de leur fonctionnalité. Les gens et la fonction du patrimoine déterminera le futur de ces marchés, tout comme celui du patrimoine urbain de Dakar. On est au cœur du débat sur la conservation du patrimoine urbain et de la vision future des villes. Donc, je pense qu'il s'agit de parler un peu plus des gens qui sont dans ces marchés et puis ensuite de parler de l'enjeu de la fonctionnalité de ces marchés au sein de la culture, en fait, relier la question du patrimoine à leurs utilisateurs, en quelque sorte. Donc peut-être Modboy peut prendre la parole en premier et Annie compléter ou l'inverse comme vous préférez. Je te laisse reprendre la main, Vidia. Oui, merci. Okay. S'il te plaît, 2 minutes, Modboy. OK. Merci Pierre. C'est comme je disais, en fait, comme que c'est un marché au quotidien, la plupart des gens qui vont au marché, ils vont au quotidien, en fait, tu vois. Ils ne vont pas faire la course du mois ou bien de la semaine. D'autres, ils n'ont pas les moyens d'acheter en gros.
Sinon, la plupart des gens aussi n'ont pas de frigo et tout. C'est ça la différence entre, je dirais, le marché Kermel ou le marché Sandaga, parce qu'on va dans ces marchés, mais occasionnellement, quoi. Pas au quotidien, tous les jours. Et si tu vois bien, Tilène, il a le même public, même s'il y a d'autres gens qui viennent. Mais les dames, ils ont chacun leur client, leur épicier qui leur vendent, ou bien leur légumier, ou voilà quoi. Et en même temps, j'ai oublié de parler aussi, il y a des herboristes. Il y a des herboristes à Tilène pour les gens qui aiment bien la médecine traditionnelle. Et ben voilà quoi. Du coup, je vous invite tous à venir à Médina faire la visite guidée du Médina, de l'architecture, du musée à ciel ouvert et de marché Tilène. Merci Modboy. Annie, peut-être que tu as quelque chose à rajouter? Annie, tu es avec nous? Tu peux activer ton micro? Oui, je suis là. Merci. Bon, essentiellement, pour Kermel et Sandaga, je pense que Tilène, Momodou Diallo vient d'en parler, Sandaga et Tilène, ces deux marchés ont perdu, je veux dire, entre parenthèses, leur âme, c'est-à-dire l'âme qui a servi, qui a fait en sorte qu'on les a construits. Ils ont complètement perdu leur âme et je pense que d'essayer de retrouver cette âme-là dans ce 21e siècle que nous vivons risque d'être de retrouver leur âme, c'est-à-dire associer au bâtiment une fonctionnalité d'origine. Ça va être très difficile. Et c'est là où l'enjeu du patrimoine est réel. Et c'est là où je dis qu'il faut plus parler de reconversion pour pouvoir sauver le bâtiment. Parce qu'il est difficile d'associer aujourd'hui la fonctionnalité au bâtiment en ce qui concerne Kermel et Sandaga particulièrement. Sinon, on va se mordre la queue. Sinon, on va faire ce qui a, puisque Sandaga, par exemple, ce qui est proposé par la mairie du Plateau, notamment la mairie de Dakar Plateau, c'est de retrouver à l'intérieur de la halle de Sandaga ce qu'elle était avant, mais qu'en fait, comme il y a énormément, la problématique, elle est plus autour du nouveau Sandaga, c'est-à-dire de tout ce qui fait qu'on a dit Sandaga est démoli, c'est-à-dire les cantines, eh bien, ils ont construit, dans la perspective même, dans un petit triangle, ils proposent de construire un immeuble pour loger cette cantine-là. Donc, ça vient fausser complètement la lecture du patrimoine et je pense qu'il faut faire très attention à ça. Il ne faut pas avoir peur de dire non, ce n'est pas possible. Merci beaucoup Annie. Alors nous avons deux autres questions qui nous sont posées encore pour Modboy et Annie. Alors Guillaumard demande de nous parler, Modboy, du musée à ciel ouvert et comment à travers l'art urbain on conjugue patrimoine avec les habitants et les artistes d'aujourd'hui. Et la question pour Annie, tu nous as raconté l'histoire tumultueuse de l'immeuble Lacoste et en quoi il est l'exemple typique de l'évolution de Dakar, de la disparition de l'architecture des années 50 et donc de la réappropriation de l'architecture coloniale. Bien sûr, bien sûr. Bah, merci à Guillaumard. En fait, le musée à ciel ouvert, comme que je vous ai dit au départ, la Médina a été créée en 1914 et tout. Mais nous, notre problème, c'est que l'art, pour nous, n'est pas accessible à la population locale. C'est beaucoup plus dans les musées et galeries des espaces fermés. Et la plupart des gens qui y vont, en fait, ils sont obligés de se doucher, costume, cravate, voiture et tout. Donc, voilà, nous, on organise des expositions dans des maisons coloniales de 1914 et de 1935, parce que c'est des maisons qui n'ont pas de porte et qui sont accessibles à tout le monde, le menuisier, le mécanicien et tout, en sachant aussi que les plus grands artistes de ce pays ils viennent dans des quartiers défavorisés, parce qu'à partir de là-bas, ils ont beaucoup d'inspiration, ce n'est pas des gens qui habitent dans des quartiers aisés. Et en même temps aussi, c'est pour un peu préserver ces maisons, parce qu'aujourd'hui, la Médina, avant, en fait, les gens, ils avaient des permis d'occupation et des bails. Mais aujourd'hui, ils ont des titres fonciers, ils arrivent à vendre leur maison, ou bien il y a des problèmes familiaux aussi et tout. Donc, tout devient des immeubles et tout. Et pour ne pas
en fait, rester dans cette dynamique. Donc, on a proposé un peu d'embellir des anciennes maisons détériorées. Ce n'est pas des buildings qu'on peint, quoi, mais c'est beaucoup plus des maisons de 1914, de 1935. C'est un peu l'architecture coloniale qui est en train vraiment de disparaître dans le quartier. Donc, c'est un peu ça, et aussi l'accessibilité de l'art à tous. Et voilà, voilà. Merci beaucoup. Annie? Oui, l'exemple de Lacoste, c'est vraiment ce que je disais, on se mord la queue. L'immeuble Lacoste, qui est un des derniers comptoirs, a été démoli. Et le compromis qui était classé patrimoine, bien entendu, parce qu'il donne sur le marché Carmel qu'on venait de reconstruire, enfin, qu'on avait construit des années avant. Le compromis qu'a trouvé l'État sénégalais à travers le ministère de la Culture et la direction du patrimoine culturel, c'est de dire, écoutez, ils ont construit cet immeuble en verre qui fait vraiment écran, c'est de dire, reconstruisez-nous l'immeuble Lacoste. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Une fois que c'est démoli, une fois que c'est à terre, on passe à autre chose, où on en fait un espace public, un espace libre, un espace planté, etc., etc. Mais ça n'a plus de sens que de venir reconstruire. C'est qu'ils avaient vraiment beaucoup d'argent. Et là, il faut se poser une autre question. Tout cet argent-là, pourquoi? Comment? Ce n'est pas l'objet du débat, mais c'est une question qu'il faut se poser. Donc, voilà. Donc, et l'enjeu du quartier Carmel, c'est ça, de ne pas regarder le marché Carmel, mais regarder le quartier Carmel. C'est un peu tout ça. On ne va pas continuer. Et effectivement, c'est ce qui se passe. À mon avis, il y a encore on peut sauver encore les meubles. Mais quand on regarde aujourd'hui froidement Carmel, on a quelques angoisses. Et il y a des choses. Et le problème, c'est que ce ne sont pas des maisons qui ne tiennent pas. L'immeuble Lacoste, moi, je l'ai vu. On l'a décapité d'abord pour être sûr que l'eau allait bien rentrer. Puis quand la dalle est tombée sur la tête de cette pauvre dame qui vendait je ne sais trop quoi d'ailleurs, qu'elle a porté plainte, et ben voilà, une fois que la dalle est tombée, c'est la mort du bâtiment. Voilà, c'est ça, c'est tout un processus et c'est la spéculation qui est derrière. Et la réappropriation de l'architecture coloniale, effectivement, il faut pouvoir reconvertir les espaces. On ne peut plus repenser comme c'était à l'origine. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Guillaumard, mais... Merci beaucoup Annie, je crois que c'était assez clair. Je pense qu'on va pouvoir arrêter dans peu de temps, puisque nous avons déjà dépassé de presque 40 minutes l'heure de fin de la réunion. Je remercie encore les organisateurs, les participants pour ces échanges très, très intéressants qui nous ont tous appris beaucoup, qui nourrissent nos réflexions. Je pense que nous sommes tous à nos petits niveaux plus ou moins convaincus de ce dont on parle aujourd'hui, et notamment cette nécessité de replacer la culture, le patrimoine matériel, immatériel au cœur des différentes visions politiques. Comment y arriver, comment sensibiliser, comment pouvoir intégrer tous ces paramètres dans nos réflexions et dans les visions. Je pense que c'est la véritable question. Peut-être pour revenir très rapidement sur la ville de Dakar, pour laquelle j'ai encore l'honneur de travailler, c'est dire que on est conscient qu'il y a effectivement une préservation et une valorisation de ce patrimoine qui est nécessaire, et c'est une de nos préoccupations majeures. Là où, comme le rappelait Annie et tant d'autres, malheureusement, les spéculations foncières, les modèles de développement de nos villes, parfois qui reposent beaucoup sur des réalités économiques, quelles sont nos manières de résister à toutes ces pressions-là. Comment accompagner les populations aussi à cette résistance, comment travailler sur ces problématiques de préservation par une prospective sur 20-30 ans. Pour rappel, la ville de Dakar a d'ailleurs
travaillé sur notamment son édifice symbolique, puisqu'elle a fait la restauration de son hôtel de ville, qui a été un programme important, et nous sommes ravis de pouvoir l'inaugurer dans peu de temps, d'ici la fin de l'année, où l'objectif de cette réhabilitation était véritablement de retrouver l'édifice dans son temps un petit peu, à l'époque où il était le plus flamboyant, ou en tout cas où il recouvrait un certain nombre de vocations. Nous avons également pris le parti de travailler sur un diagnostic culturel territorial à l'échelle de la ville, qui est défini comme une stratégie commune et articulée des différentes interventions pour la culture, spécifiques à chaque contexte local, en intégrant les apports de la société civile. Et il nous paraît essentiel, en tant que collectivité, de travailler sur la matière culturelle. Merci encore d'avoir rappelé cette importance de placer les villes aussi au cœur de ces grands défis. L'action publique au cœur des activités, disciplines et acteurs qui composent ce territoire. Il nous semble que c'est l'armature nécessaire pour un développement culturel responsable et durable. C'est une approche à la base, transformatrice, pour répondre aux besoins des communautés locales. Je vais finir peut-être là-dessus et remercier à nouveau tout le monde si personne n'a quelque chose à rajouter. C'est bon? Merci beaucoup, Fidia. Merci, Pierre. Et merci à tous les panélistes et participants aussi. Très bien. Merci et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.